demain, 1er mai, que le monde célèbre la fête du travail au Mali, la journée sera mise en œuvre pour faire le bilan en matière de satisfaction des droits des travailleurs. 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels et 23e édition de la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Deux événements qui visent à attirer l'attention sur l'ampleur de la problématique de la prévention des risques professionnels. Maliens et Allemands renforcent leur coopération. Une délégation d'experts allemands en textile en séjour au Mali a été reçue par le président directeur général de la CMDT. C'est pour mettre en place un parc industriel textile. Et dans ce 20h, nous recevons comme invité M. Abdou-Salam Diapkilé. Il est le directeur général de l'administration du territoire et rapporteur général de la phase nationale des consultations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur sur la rélecture de la charte des partis politiques. Avec M. Diapkilé, il sera question des mesures prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Bonsoir M. Diapkilé et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Nous sommes mercredi et le traditionnel Conseil des ministres est tenu ce matin dans la salle des banquets du palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Il nous a rejoint Mahamadou Koné pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres. Bonsoir Mahamadou Koné. Bonsoir Khadija Doukoné, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre du Mali. L'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre du Mali a été créé par l'ordonnance numéro 02-042 PRM du 28 mars 2002 pour assurer la gestion administrative des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre. Après plus de 2 décennies d'application, ce texte a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de loi adopté crée sous forme d'établissement militaire à caractère social l'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre du Mali, avec pour mission d'assurer la gestion administrative, la promotion et la protection sociale des anciens combattants, militaires retraités et victimes militaires de guerre. Son adoption permet, entre autres, l'intégration dans les missions de l'Office, la gestion des retraités de la police nationale et de la protection civile, la mise en place de dispositifs de prise en charge des anciens combattants, militaires retraités des forces armées et de sécurité, la participation de l'Office à la préparation et à la mobilisation des anciens combattants, des militaires retraités constituant la réserve des forces armées et de sécurité. 2. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 2023-001 PTRM du 12 janvier 2023 modifiée, portant création du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. B. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-0048 PTRM du 27 janvier 2023 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Le Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles a été créé par l'ordonnance numéro 2023-001 PTRM du 12 janvier 2023 avec pour mission d'assurer la formation initiale et continue et de contribuer à la promotion de la recherche dans les domaines des textiles et des industries légères au niveau national, sous-régional et régional. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2023-0048 PTRM du 27 janvier 2023. Dans l'exécution de cette mission, le centre est confronté à des difficultés liées notamment à l'insuffisance de l'effectif du personnel enseignant permanent. Le projet de texte adopté transfère la tutelle du centre au ministère en charge de l'enseignement supérieur en vue d'une meilleure exécution de sa mission à travers le recrutement et la mise à disposition d'enseignants permanents. 3.
sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant abrogation de la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2015007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le ministre délégué chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a organisé des concertations en vue de soumettre à l'appréciation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur les propositions faites par les partis politiques et les organisations de la société civile sur la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement, la relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Ces concertations se sont déroulées en 2 phases. Une phase régionale du district de Bamako et des ambassades et consulats tenue les 16 et 17 avril 2025. Une phase nationale tenue à Bamako les 28 et 29 avril 2025. Il est ressorti de ces travaux, entre autres, les recommandations suivantes. La dissolution des partis politiques et leur réorganisation par une nouvelle législation, la suppression du financement public des activités des partis politiques, l'audit du financement public des partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition politique à travers l'abrogation de la loi numéro 2015007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition, la révision de la charte de la transition et en installant le général de division, la révision de la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de l'AES. Le durcissement des conditions de création des partis politiques. Le projet de loi adopté abroge dans toutes leurs dispositions la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2015007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres des résultats de la prévision des caractéristiques de la saison des pluies 2025. Les services nationaux et régionaux de la météo annoncent au titre de la prévision des caractéristiques de la saison des pluies 2025 une pluviométrie supérieure égale à la moyenne climatologique de la période allant de 1991 à 2020. Il est prévu un démarrage normal à précoce et une fin tardive à normale. Des pauses pluviométriques courtes à moyennes seront observées en début de saison. Elles seront normales à longue en fin de saison. Les écoulements attendus seront normaux à supérieurs sur l'ensemble des cours d'eau du pays. Au regard des quantités de pluie et des écoulements attendus, les risques d'inondation sont élevés. En vue d'assurer une meilleure exploitation des informations fournies, les services techniques sont engagés à réaliser des actions ci-après. La formation et l'information des utilisateurs des différents secteurs socio-économiques sur les résultats de la prévision saisonnière assortie de recommandations spécifiques. La diffusion d'avis et de conseils agro-hydrométéorologiques décadaires destinés aux producteurs ruraux. La diffusion de bulletins d'information agro-hydrométéorologiques décadaires destinés aux autorités chargées de l'alerte précoce pour la sécurité alimentaire. La diffusion de bulletins de prévision et d'alerte météorologique destinés aux autorités chargées de la prévention des risques de catastrophes.
Des opérations de pluie provoquées seront conduites dans les zones de déficit pluviométrique dès que les conditions météorologiques seront favorables à l'ensemencement des nuages afin de combler les poches de déficit préjudiciables aux cultures. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'attribution du prix Hideo Noguchi au professeur Abdoulaye Djimde du Centre de formation et de recherche sur le paludisme. Le Centre de formation et de recherche sur le paludisme est une institution publique au sein des facultés de médecine et d'odontostomatologie et de pharmacie de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, créée en 1992 avec pour mission de mener des recherches sur le paludisme. Pour répondre aux problèmes complexes et urgents de santé auxquels font face les pays de l'Afrique subsaharienne en général et le Mali en particulier, le centre a diversifié ses activités sous la direction de feu le professeur Ogobara Dumbo. Cette diversification est perpétuée par ses élèves, en l'occurrence le professeur Abdoulaye Djimde. Le professeur Djimde travaille sur la création de divers programmes visant à renforcer les capacités de recherche en Afrique et a été le fer de lance de la formation de partenariats stratégiques mondiaux portant sur le paludisme et la résistance aux médicaments dans la région africaine. Le Japon, réaffirmant son attachement profond aux valeurs de rigueur, d'innovation et d'humanisme en matière de recherche médicale, a décerné le 5e prix Hideo Noguchi pour l'Afrique au professeur Abdoulaye Djimde dans la catégorie de la recherche médicale. La cérémonie solennelle de remise du prix aura lieu au Japon le 22 août 2025. 3. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la tenue de la rencontre d'échange des régulateurs de l'énergie sur le mécanisme de mise en place d'un cadre harmonisé de régulation dans l'espace confédéral AES prévu du 6 au 8 mai 2025 à Bamako. Dans le cadre de la mise en cohérence des politiques publiques des États de la Confédération AES, les autorités de régulation du secteur de l'énergie du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger ont décidé de mutualiser leurs efforts pour l'atteinte de la souveraineté énergétique. Pour la mise en œuvre de cette initiative, il est prévu une rencontre d'échange sur le développement et l'indépendance énergétique des pays de l'AES, dont l'objectif est de définir une vision commune de la régulation du secteur de l'énergie. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la tenue du forum régional sur la transformation des systèmes agricoles durables, le partage d'expériences, le financement et l'institutionnalisation du système de riziculture intensif en Afrique de l'Ouest. Ce forum régional qui se tiendra à Bamako du 5 au 7 mai 2025 regroupera 13 pays ouest africains, dont les États de la Confédération AES, l'Observatoire du Sahara et du Sahel et le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole sous l'égide du Centre régional de spécialisation sur le riz de l'Institut d'économie rurale. L'objectif du forum est de créer un cadre d'échange entre les acteurs des chaînes de valeur riz afin de dégager des pistes communes pour la promotion du système de riziculture intensif. 5. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la 32e édition de la Journée internationale des familles prévue le 15 mai 2025. La 32e édition de la Journée internationale des familles a pour thème « Rôle et place de la famille dans l'éducation des enfants à nos valeurs ». Cette célébration, qui vise à renforcer le bien-être familial, est une opportunité de faire comprendre les problèmes auxquels les familles sont confrontées, d'attirer l'attention des pouvoirs publics et de sensibiliser les communautés à œuvrer davantage pour promouvoir la famille et renforcer son rôle dans l'éducation des enfants à nos valeurs. La Journée internationale des familles sera marquée par des campagnes de communication digitale, des conférences, débats, des émissions télévisées et radiophoniques. 6.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadija Toukone, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. Et je le disais, nous recevons ce soir Abdou Salam Djeptili, directeur général de l'administration du territoire, rapporteur général de la phase nationale des consultations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur sur la rélecture de la charte des partis politiques. Encore une fois, merci, monsieur Djeptili, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, nous venons de suivre les mesures importantes prises en Conseil des ministres de ce mercredi et vous êtes le directeur général de l'administration du territoire. Quelles sont les implications de ces mesures? Merci, madame. Merci à tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur qui présentement nous écoutent. Vous savez, tout part des assises nationales de la refondation. Dès le début de la transition, les plus hautes autorités ont décidé de refonder en profondeur notre État, dû cette refondation aux crises cycliques que notre pays a connues depuis son indépendance. Et donc, les assises se sont tenues du 27 au 30 décembre 2021. Et à l'issue de cette rencontre importante, 517 recommandations ont été formulées, parmi lesquelles 3 avaient des liens directs avec l'organisation de la vie politique dans notre pays. Ces 3 recommandations étaient, entre autres, la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Deuxième recommandation, la relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition. Troisième recommandation, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Et donc, pour la mise en œuvre de ces 3 recommandations, comme il est bon de le préciser, les assises avaient fait des recommandations, mais sur les modalités de leur mise en œuvre, elles sont restées muettes. Et donc, le gouvernement, dans une démarche inclusive, a décidé de consulter les acteurs concernés, c'est-à-dire la classe politique et les organisations de la société civile. À ce titre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a envoyé des lettres individuelles aux 297 partis politiques existants dans notre pays, en vue de formuler des modalités de mise en œuvre de ces 3 recommandations. Et à l'issue de cette consultation, sur 297 partis politiques, le gouvernement a reçu les réponses de 137 partis politiques. Les 160 sont restés muets. Et donc, face à cette situation, parallélisme des formes oblige, le gouvernement a décidé, en toute souveraineté, de renvoyer ces questions-là aux forces vives de la nation. Et donc, c'est dans ce cadre que les 16 et 17 avril, vous l'avez constaté, dans toutes les régions administratives du Mali et dans le district de Bamako, dans les 49 missions diplomatiques et consulaires, nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur ont été consultés. Et à l'issue de ces consultations, la phase nationale s'est tenue les 28 et 29 avril. Et comme vous l'avez vu sur vos antennes ici, hier, 29 mai, les recommandations fortes ont été lues devant toute la nation. Et donc, c'est en application de ces recommandations que le Conseil des ministres d'aujourd'hui a décidé
de l'abrogation de la loi 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi 2015-007 relative au statut du chef de file de l'opposition. Alors, est-ce que l'abrogation de la charte des partis politiques actuelle est synonyme de la dissolution des formations politiques au Mali? Bien, il faudrait préciser ici que bien que la dissolution ait été l'une des recommandations fortes, le gouvernement est dans une démarche méthodique et législative. Il y a une loi aujourd'hui qui régit les partis politiques. Et cette loi, son abrogation a été demandée par les forces vives. Et encore une fois, il faut préciser que sous l'empire de cette loi, des accusations sont faites, notamment au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, pour dire que cette loi est assez insuffisante et qu'elle permet la création de plusieurs partis politiques. Et donc, pour dès maintenant anticiper, le gouvernement a décidé de l'abrogation de cette loi, mais qui ne met pas en cause l'existence des formations politiques actuelles. Alors, vous l'avez dit, le Mali compte 297 partis politiques. Comment cela est arrivé, monsieur le directeur général? Merci, madame. Comment cela est-il arrivé? C'est notre législation. La loi 05047, encore une fois, du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, définit les critères, les conditions de création d'un parti politique au Mali. Malheureusement, cette loi, elle est assez, elle permet facilement de créer des partis, à telle enseigne que le praticien ne peut pas refuser d'octroyer un récépissé à des citoyens qui manifestent le désir de création d'un parti politique. Donc c'est pour, encore une fois, arrêter la prolifération des partis politiques que le gouvernement a jugé nécessaire de toucher la racine. La racine, c'est cette loi qui permet aujourd'hui de créer de nombreux partis politiques. Et donc, son abrogation permettra au gouvernement, dans la sérénité, d'élaborer une nouvelle charte et de fixer les nouveaux critères de création d'un parti politique au Mali. Et vous avez un dernier message, M. Diaptili? Le message que j'avais à l'endroit de nos compatriotes, c'est d'appeler au calme et à la sérénité. La démarche que le gouvernement est en train de suivre ne va nullement à l'encontre des principes démocratiques. La Constitution, en son article 39, dit que les partis politiques se créent librement, mais bien sûr dans les conditions définies par la loi. Et donc, c'est dans cette démarche que l'État est présentement dans le processus d'élaboration d'une nouvelle loi qui permettra de réguler notre vie politique dans des conditions sereines. Et surtout, dire à tous nos compatriotes que l'unité, la cohésion sociale doivent être le créneau de toutes et de tous en ces moments. Merci. Merci beaucoup, M. Diaptili. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'administration du territoire et rapporteur général de la phase nationale des consultations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur sur la rélecture de la charte des partis politiques. Encore une fois, merci beaucoup, M. Diaptili. Nous vous l'annoncions hier, fin des travaux de la phase nationale de consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur sur la rélecture de la charte des partis politiques. Parmi les recommandations, l'installation du général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable, la dissolution des partis politiques, la suppression du financement public des partis politiques, la suppression du statut de chef de file de l'opposition et le durcissement des conditions de création des partis politiques. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé la cérémonie de clôture, a pris l'engagement de transmettre les conclusions au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Reportage Mamari Koné et Alou Touré.
8 recommandations générales et 11 recommandations spécifiques. C'est une véritable refondation du système politique malien que les 200 participants à la phase nationale de consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur recommandent aux autorités de la transition. À l'issue de 2 jours de travaux axés sur les 3 recommandations des Assises nationales de la refondation et relatives aux partis politiques, les participants venus des 19 régions du Mali, du district de Bamako et de l'extérieur du pays ont formulé une batterie de recommandations. Les recommandations d'ordre général ont trait aux 3 thématiques abordées. Recommandations en lien avec la première thématique qui concernait la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Prendre un acte pour dissoudre les associations et mouvements à caractère politique. Fixer une caution de 100 millions de francs pour la création d'un parti politique. Interdire l'activité politique aux associations. Insérer dans la nouvelle charte, nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. Interdire aux chefs de village, de fraction ou de quartier, aux leaders religieux et aux organisations de la société civile d'être candidats à une élection et de participer à une campagne électorale. Retirer l'agrément aux partis qui ne présentent pas de candidats à 2 élections générales consécutives. Supprimer le financement public des partis politiques. Faire l'audit du financement public des partis politiques. Les forces vives demandent la suppression du statut de chef de file de l'opposition. Orienter les ressources allouées aux chefs de file de l'opposition vers des projets de développement. Faire l'audit des fonds déjà alloués aux chefs de file de l'opposition. Le nomadisme politique en cours de mandat. Les forces vives recommandent l'interdiction du nomadisme politique. Quant aux recommandations spécifiques, elles concernent la poursuite de la transition, l'organisation de la vie politique ainsi que la révision de la charte de la transition. En installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans, à partir de 2025, renouvelable à l'instar de ses pairs de l'AES. Donner le temps qu'il faut aux dirigeants actuels de continuer la gestion de l'État. Maintenir les organes actuels jusqu'à la pacification du pays. Suspendre toute question électorale jusqu'à la pacification du pays. L'augmentation du montant de la caution pour l'élection du président de la République. Exiger le paiement d'une caution de 250 millions pour être candidat à l'élection présidentielle. 9. L'instauration d'un scrutin à un seul tour que les forces vives ont appelé scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les forces vives de la nation recommandent la traduction des conclusions et leur diffusion dans les langues officielles et par les canaux appropriés. Les participants ont adressé une motion de soutien aux autorités de la transition pour leur combat de tous les jours pour défendre notre honneur et notre dignité dans les différends qui opposent notre pays au gouvernement algérien. Le Premier ministre a salué les participants pour la qualité des résultats obtenus. Grâce à votre engagement et votre rigueur dans le travail, les concertations ont pu aboutir à des recommandations claires et précises, permettant au pays d'avancer et de tourner les pages obscures qui ont conduit à l'effondrement de notre pays. C'est le lieu de saluer les actions de nos vaillantes forces armées de sécurité qui ont permis d'améliorer substantiellement la situation sécuritaire. C'est le lieu également de rendre hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, victimes civiles, tout comme militaires. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les recommandations issues des 2 jours de travaux au titre de la phase nationale de la consultation des forces vives de notre nation et des Maliens établis à l'extérieur. Je remercie
également les participants et les félicite bien entendu pour les résultats de qualité obtenus en si peu de temps. Je prends l'engagement de transmettre au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les recommandations adoptées par vos assises. Le gouvernement, quant à lui, ne ménagera aucun effort sur la haute autorité du chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux attentes du peuple. De nos jours, on dénombre officiellement au Mali 297 partis politiques et 94 organisations de la société civile. Et au terme des travaux de ces consultations, la rédaction a baladé son micro pour avoir les impressions de certains participants. Beaucoup apprécient l'initiative et saluent les différentes recommandations. Al-Jumatina. Sentiment de satisfaction, j'avoue que les conclusions, sinon les résolutions auxquelles nous sommes parvenus, reflètent largement l'aspiration du peuple. C'est autrement dit que la volonté du peuple a été exprimée, ce changement était attendu, sinon la rectification était attendue. Et c'est ce qui explique effectivement l'engouement, l'enjeu qui est là d'importance. Et c'est pour cela que les Maliens sont mobilisés. Parce que donc il y a ce qu'on appelle donc de nouvelles perspectives qui sont là et qui vont justement couronner ce qu'on appelle cette refondation-là. Et quand on dit refondation, c'est le Mali croit. Autrement dit, ce n'est plus le Mali d'hier, mais le Mali qui va aller de l'avant. Nous sommes à l'extérieur, mais je vous dis que nous sommes présents ici. En ce sens que nous suivons de près tout ce qui se passe chez nous. Et nous sommes derrière eux, nous serons derrière eux et nous les soutiendrons. En tant que Maliens de Brazzaville, donc nous sommes là aujourd'hui pour, dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. Donc les recommandations fortes que nous ont marquées aujourd'hui, c'est non seulement unanimement les forces vives ont décidé de dissoudre les partis politiques et de mettre en place des conditions beaucoup plus rigoureuses que le maximum de partis politiques ne dépasse pas 5 partis politiques. Donc le fait d'avoir que les partis politiques puissent avoir 100 millions dans leur solde bancaire est une très bonne chose que nous apprécions. Et le fait aussi que pour créer un parti politique, il faut quand même de parrainage, il faut d'autres actions qui sont des conditions vraiment restrictives. Nous avons vu des recommandations spécifiques et effectivement pour être président du Mali, il faut payer non seulement 250 millions, il faut avoir 250 millions pour se présenter comme candidat au présidentiel, mais aussi les recommandations spécifiques qui font que tout le monde est unanime là-dessus, que le mandat du président de la République puisse être un mandat de 5 ans, renouvelable une seconde fois, pour que d'ici là, qu'on puisse assainir tout ce qui concerne les partis politiques et que le Mali puisse redémarrer sur de bonnes bases. Nous venons de participer à une page de l'histoire de notre pays à travers ces réformes de la charte des partis politiques. À travers ces recommandations, nous avons compris que ce n'est pas une affaire de partis politiques ni d'organisation de la société civile, mais il s'agit d'une réforme pour le Mali, pour un futur meilleur pour le Mali, pour un avenir meilleur pour le Mali. Car aujourd'hui, les nouvelles donnes politiques vont donner à ce qu'une nouvelle figuration, une nouvelle réorganisation de la politique malienne adaptée aux réalités du Mali et au contexte malien, capable vraiment de répondre à l'aspiration du peuple malien. Et non plus aussi, les organisations de la société civile ont été demandées aussi, non seulement de ne pas faire la politique, mais de rester dans leur cadre pour enfin jouer leur rôle. Le CNJ Mali, à travers tous ces démembrements, nous avons participé depuis la phase régionale. Nous prenons acte par rapport à ce qui s'est passé. Et après les travaux de la phase nationale de la concertation des forces vives de la nation et des Maliens de l'extérieur sur la relecture de la charte des partis politiques, les Maliens saluent ces résolutions qui, pour eux, permettent au pays d'avancer. Djemba Moussa Konaté a tendu son micro au Bamako, suivant leur réaction. C'est une très bonne initiative. Depuis 1991 jusqu'à nos jours, nous voyons un lot pléthorique de partis politiques au Mali. Souvent, quand on regarde selon leur programme, les plupart n'ont pas de vision pour la nation, quoi. Vraiment, on ne voit qu'à l'approche des élections. Il faut les diminuer. Le Mali vit différents problèmes. On n'a pas besoin de pluies de partis politiques. Les recommandations faites hier, nous sommes partants. Vraiment, la réduction des partis politiques, vraiment, nous sommes pour. Parce qu'il y a trop de partis politiques. La transhumance politique, c'est même un problème.
si on fixe un quota, même au-delà de 100 millions, pour qu'on réduise les partis à 2 ou bien jusqu'à 3, c'est une bonne chose. La population souffre. On donne des millions au chef de l'opposition. Ce n'est pas une très bonne chose. Le mandat du président de la transition, 5 ans, c'est une bonne chose. Tout ce que je peux demander, qu'on ait l'esprit du patriotisme. Si on a l'esprit du patriotisme, ça c'est au-dessus de tout le monde. Et les anciens combattants militaires retraités, veuves et victimes de guerre adhèrent pleinement aux recommandations faites par les forces vives de la nation. Les anciens combattants militaires retraités, veuves et victimes de guerre du Mali soutiennent le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État, pour les efforts qu'il déploie au quotidien avec son équipe gouvernementale pour le maintien de la paix et de la sécurité et pour le développement du Mali. En conséquence, ils soutiennent particulièrement l'élévation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au rang du président de la République. Et c'est demain, jeudi 1er mai, que les travailleurs du monde entier célébreront la fête du travail. Ici au Mali, les travailleurs mettront à profit cette journée pour établir un bilan en matière de satisfaction de leurs droits. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social rend hommage aux travailleuses et travailleurs du Mali pour leur adhésion au pacte de stabilité sociale et de croissance. Synthèse du message du ministre en charge du travail avec Aluseni Touré. En 1884, les principaux syndicats des États-Unis ont convenu d'amorcer une lutte commune pour faire aboutir leurs revendications. 2 ans plus tard, le 1er mai 1886 a été retenu comme date de célébration de la victoire des travailleurs. Les travailleurs et travailleuses, ainsi que leurs organisations représentatives, ont toujours joué un rôle déterminant dans le processus de développement économique, politique et social de notre pays. En effet, les partenaires sociaux jouent un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté par la promotion des droits fondamentaux au travail, à travers la promotion d'emplois et de revenus décents, la valorisation des ressources humaines, l'amélioration constante des conditions de vie et de travail. Le gouvernement du Mali voudrait placer cette journée sous le signe de la justice sociale. Le pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023 entre le gouvernement, le patronat et les syndicats a permis d'apaiser le climat social. Aussi, d'importants résultats ont été atteints. La mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et de la conférence sociale sur le domaine du travail tenue du 17 au 22 octobre 2022 permettra de régler les problèmes majeurs du monde du travail. C'est pourquoi le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre du plan d'action du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 25 août 2023 entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, sous la haute présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement a mis en place d'importants projets concourant tous à l'amélioration des conditions de vie et de travail du monde ouvrier. Dans les prochains jours, le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l'appui du Bureau international du travail, lancera les travaux d'élaboration d'un nouveau programme pays de promotion du travail décent 2026-2030, offrant ainsi un cadre stratégique pour relever les défis du travail décent et de la justice sociale. En matière de sécurité sociale, seuls 4,7% des personnes de plus de 64 ans ont reçu une pension entre 2013 et 2022, avec des inégalités marquées entre sexes et zones de résidence. Demain 1er mai, les différents syndicats du Mali célébreront chacun à sa manière cette date universelle consacrée au travail et aux travailleurs. Demain, 1er mai 2025, les travailleurs et les travailleuses du Mali célèbrent avec l'ensemble de la communauté internationale la fête du travail. À l'occasion de cette fête anniversaire du 1er mai, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, adresse à tous les travailleurs et travailleuses de notre pays ses vœux de bonheur, santé, de longévité, de prospérité
et de succès. Et le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique, en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du jeudi 1er mai 2025, fête du travail, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Également, dans ce 20h, et je le disais dans les titres, une délégation allemande d'experts en textile est en séjour au Mali. Elle a été reçue par le président directeur général de la CMDT. Il a été question de la mise en place d'un parc industriel textile qui, à long terme, pourra augmenter le PIB du Mali. Nyanya Traoré et Toumani Diabaté. Ce qui était supposé être seulement une prise de contact a pris les allures d'une séance de travail. La CMDT veut aller vite et même très vite, mais sûrement pour répondre aux aspirations du président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta veut que le coton brille pour les populations maliennes. Pour cela, un parc industriel textile est en gestation et c'est vers l'expertise allemande que la CMDT s'est tournée pour diverses raisons. Dans la recherche des opportunités de collaboration pour faire avancer l'idée, nous avons échangé avec M. l'ambassadeur que je tiens à remercier ici et qui a accroché aux premiers entretiens l'idée de pouvoir faire en sorte qu'on puisse transformer une partie du coton malien pour créer de la richesse et de l'emploi sur le territoire malien. Et surtout l'intérêt qu'on a porté sur la partie allemande pour son savoir-faire, la technologie allemande, la constance allemande dans la collaboration avec le Mali depuis les indépendances. Et quels que soient les moments difficiles que le pays a traversés, l'Allemagne a été aux côtés du Mali et la coopération allemande a été toujours au beau fixe. Niederlassungen in Hongkong und in Deutschland. Il se réjouit de pouvoir, n'est-ce pas, collaborer avec le Mali, dont l'objectif principal c'est de transformer, disons, les produits locaux en produits finis, donc en passant de la filature jusqu'à la confection. Donc cela pourrait apporter une valeur ajoutée pour le pays. Il a su apprécier, disons, la qualité du coton du Mali et donc il pense qu'il y a une perspective beaucoup plus axée qui permettrait, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, fournir, disons, cette valeur ajoutée à d'autres pays et même faire l'exportation vers les États-Unis et l'Europe. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir exactement comment la CMDT pourrait nous accorder cette possibilité d'avoir ce projet, ne serait-ce pour pouvoir créer une valeur ajoutée qui peut impacter beaucoup le pays. Le président directeur général de la CMDT nourrit des ambitions pour le coton malien. Aujourd'hui, moins de 5% de fibres de coton sont transformées localement. Mamadou Moustapha Diarra, en droite ligne de la lettre de cadrage adressée au Premier ministre par le chef de l'État, veut dépasser ce chiffre. Il compte transformer jusqu'à 30 000 tonnes de fibres de coton localement d'ici à 2030. Que le Mali puisse être un grand producteur de coton et qu'au Mali, on ne puisse même pas transformer ne serait-ce que 10% de ce coton au Mali. Là, vraiment, moi, c'était comme une arête dans ma gorge. Et quand le professeur Diarra m'a contacté, je me suis dit que c'était du pain béni. Et je dis que là, comme disent les militaires, je dis maintenant, go, on y va, hein, c'est les 10 days, on descend. Et on va le faire, advienne que pourra. La question de la transformation du coton au Mali est une des priorités du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a tenu à nous donner les facilités nécessaires pour que l'on puisse travailler à la concrétisation de projets de développement textile, d'où l'idée de complexe textile. Et la mission que vous voyez ici, qui va cette semaine travailler avec nous à préciser les idées, les orientations du projet. Ce n'est que le début d'un processus qu'on souhaite réussir et avoir un modèle de développement pour que d'autres investisseurs maliens puissent répliquer ce modèle-là afin qu'on puisse transformer le maximum de fibres de coton sur place.
Une présentation de la CMDT a été faite aux invités du jour. Ils apprennent qu'elle a été créée en 1974 et compte aujourd'hui plus de 5000 employés. La structure cotonnière est implantée à travers ses différentes filiales partout dans le pays. Et la CMDT, sur la période 2021-2025, prévoit la production de plus d'1 million de tonnes de coton graine et plus de 3 millions de tonnes de céréales sèches. 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels, la 23e édition de la journée mondiale de la santé et de la sécurité du travail, 2 événements qui visent à attirer l'attention sur l'ampleur de la problématique de la prévention des risques professionnels. Compte rendu Barakissa Ouattara et Aboubakar Traoré. Victime d'un accident de travail, Yanfougo Sanogo a été amputé d'une jambe en 2004. Depuis lors, il bénéficie de l'accompagnement de l'INPS. J'ai été victime d'un accident de travail terrible qui a brisé mon tibia en deux et fracturé l'os. Aussitôt, j'ai été transporté à l'hôpital de Gabriel, amené au pavillon INPS. Le lendemain matin, une délégation de l'INPS m'a rendu visite. Après leur départ, ma prise en charge a été accélérée. Tous les médicaments nécessaires à mon amputation ont été réunis. À l'échelle mondiale, l'Organisation internationale du travail révèle que près d'un accident du travail mortel sur 5 a lieu en Afrique. Selon elle toujours, les accidents du travail provoquent le décès de plus de 2 millions de travailleurs dans le monde chaque année. Au Mali, le nombre moyen annuel d'accidents du travail est estimé à 2000 cas selon les statistiques des services de l'INPS, engendrant un coût direct de 180 millions de francs CFA. Des chiffres largement en deçà de la réalité à cause de la non-déclaration. L'OIT a estimé que près de 4% de la part des indemnités et absences du travail dus aux accidents de travail et maladies dans le monde sont liés aux accidents de travail. C'est vous dire, mesdames et messieurs, les conséquences néfastes des risques professionnels sur l'environnement socio-économique du pays. La transformation numérique et les mutations technologiques ils définissent profondément l'organisation du travail en Afrique et dans le monde. Si ces évolutions offrent des opportunités majeures en termes de productivité et de flexibilité, elles engendrent également de nouveaux défis en matière de santé et sécurité au travail. Cette 29e journée africaine de prévention des risques professionnels coïncide avec la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui a pour thème révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. Solidarité gouvernementale oblige, la ministre congolaise des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire à la tête d'une forte délégation s'est jointe à cette cérémonie. Au ministre en charge du travail d'insister sur la transformation du monde du travail désormais portée par la numérisation et les mutations technologiques. La prévention des risques professionnels à l'ère du numérique et face aux mutations technologiques ne doit pas être comme un simple défi à relever, mais comme une véritable opportunité de créer des environnements de travail plus sûrs, plus humains et plus inclusifs. En effet, la Direction nationale du travail, ses démembrements régionaux ont enregistré en 2024 305 cas d'accidents de travail, dont 8 cas mortels, contre 326 en 2023. Cette situation devrait fortement interpeller chacun d'entre nous, à quelque niveau personnel qu'il soit, à prendre des dispositions idoines pour faire de son milieu de travail un lieu sûr et salubre. La ministre de la Santé et du Développement social a pour sa part mis l'accent sur la collaboration entre employeurs, salariés et institutions. Le but de cette journée est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'ampleur de la problématique de la prévention des risques professionnels, dont les accidents de travail et les maladies professionnelles. Par ailleurs, ces thèmes nous incitent à examiner les nouvelles réalités dont la numérisation, le télétravail et la robotique, auxquels fait face le monde du travail et à anticiper les risques y afférents. Les avancées numériques
et technologiques nous apportent des solutions innovantes, mais nous confrontent également à des défis inédits, notamment en matière de santé au travail. En tant que ministère de la Santé et du Développement social, notre priorité est de se porter garant que les conditions sanitaires des milieux professionnels soient adaptées à toutes les évolutions technologiques. La finalité, c'est de surtout créer un environnement de travail plus sûr et plus humain en mettant à profit le potentiel de la technologie sans négliger la santé et la sécurité des individus. Œuvre sociale du président de la transition Abdoulaye Bougou et colonie Plateau de Samé en commune 3 du district de Bamako ont bénéficié de forages. Les cérémonies d'inauguration ont été faites ce mercredi matin. Tiamogo Konaté pour le reportage. Samé, un quartier excentrique de Bamako dont la situation géographique est marquée en grande partie par un relief peu favorable aux conditions de vie. À cause de la pénurie d'eau, la majorité des habitants souffrent les martyrs. Pour s'en approvisionner dans certains secteurs de ce quartier, il faudra se soumettre à une corvée qui ne dit pas son nom. Ambe wuli su dugukla ambe ta jinyini kuma rola nambora sogoma fo 16h oyanga ji soro kuma. Une corvée qui appartient désormais au passé grâce au président de la transition qui y transporte une fois de plus ses œuvres sociales. De l'eau potable coule désormais à flot au bénéfice des habitants de Abdoulaye Bougou et de Koloninko Plateau, deux secteurs abritant les 422e et 423e forages gracieusement offerts par le général d'armée Assimi Goïta. Asimi yonte de onye iche ka musore nye iche ka yala ka chora ka jidi mugoma a fola asimi ne amentlo a fola asimi mbedo ka halibi alaka shijani kana alaka kalfanana. Nous sommes à plus de 420 forages inaugurés. Jusqu'à présent, nous savons que les Maliens ont besoin d'eau potable. Le président de la transition, je l'ai dit, fera toujours agir sa solidarité envers les Maliens pour que les Maliens aient de l'eau potable. On sait que l'eau potable est rare. Il fera tout son possible pour que les Maliens aient l'eau potable et dire aux bénéficiaires, tout le temps on le dit, qu'ils prennent soin de ces forages-là parce que le manque d'eau est crucial sur toute l'étendue du territoire. Quand ils ont la chance d'avoir ces forages, c'est d'en prendre soin et que d'autres Maliens puissent en bénéficier. Loin d'inviter les bénéficiaires à en faire une source de revenus, le conseiller spécial Aguebou Damele les invite à développer des mécanismes pouvant aider à la maintenance périodique de ces forages. Il y va de leur viabilité. Fourniture de gao en carburant, une promesse tenue par les autorités maliennes pour faire face à la rupture de carburant dans les régions du Nord. 40 citernes viennent d'arriver à Gao pour le bonheur des populations. Dans le cadre de la coopération entre les forces armées de l'AIS, les fans du Niger ont escorté le convoi de Niamey à Labezanga. Le relais a été passé aux FAMA qui ont continué avec le convoi de Labezanga jusqu'à Gao. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Suite à la rupture de carburant dans certaines villes du Nord, les plus hautes autorités du Mali ont promis de ravitailler les régions du Nord en carburant. C'est dans ce cadre qu'un premier convoi de 40 citernes remplies de carburant a été escorté de Niamey à Labezanga par les fans du Niger et de Labezanga à Gao par les forces armées maliennes. Voilà pour toute escorte sur cet axe majeur en vue de ravitailler les régions du Nord en carburant et en denrées de première nécessité. Je remercie les plus hautes autorités hiérarchiques, à savoir le commandant de théâtre, qui a mis tout en œuvre pour nous faciliter cette mission régalienne. Je remercie les populations pour leur collaboration franche dans la réussite de cette mission. La discipline, surtout des conducteurs des citernes. Grâce à l'engagement des forces armées maliennes et nigériennes, le carburant est arrivé à destination pour le bonheur des populations.
Et la première session de la commission mixte Mali-Guinée, pendant 2 jours, les acteurs vont discuter du bilan de la commission mixte et élaborer des pistes de solutions pour renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité. Le compte-rendu de Aloukola Traoré avec la voix de Ba Traoré. La commission mixte Mali-Guinée-Conakry signée en 2015 témoigne d'une volonté politique forte de transcender les frontières régionales. Les discussions qui s'engagent sont essentielles pour faire le bilan et identifier les solutions idoines en matière de coopération militaire entre les 2 parties. La partie malienne a salué cette coopération militaire qui sera un offre de soulagement pour les populations maliennes et guinéennes. Nous venons de faire le point de la coopération. Et nous sommes en train d'envisager quels sont les axes d'amélioration de cette coopération. Un Guinéen au Mali, un Malien en Guinée, voilà, c'est la même chose. Ils ont quitté chez eux, ils sont chez eux. Et quand nous allons en Guinée aussi, on a quitté chez nous et on est chez nous en Guinée. Donc c'est d'abord leur souhaiter la bienvenue, leur dire qu'ils sont les bienvenus au Mali et qu'ils sont chez eux au Mali. Cette rencontre permettra de tisser une coopération fructueuse. Le Mali et la Guinée-Conakry vont conjuguer les efforts pour un avenir meilleur. Et en image, passation de témoins au poste de commandement théâtre sud de l'opération Dougokoloko. Cet événement symbolise la continuité opérationnelle et l'efficacité du commandement interarmes. Le nouveau responsable du poste de l'opération Dougokoloko est le colonel-major Mamadou S. Kone, a rendu hommage à son prédécesseur et a réaffirmé sa détermination à maintenir le cap. Dans la passation de témoins au poste de commandement théâtre sud de l'opération Dougokoloko. À Taodéni, le coordinateur résident des Nations Unies a rencontré les autorités régionales. Il a ensuite visité les réalisations faites dans le cadre de l'humanitaire et le développement communautaire. Reportage Fousseni Samake Yacouba Kone de ORTM Taodéni. Cette mission conjointe à Taodéni, composée des représentants du gouvernement malien, des responsables du système des Nations Unies et des représentants de certaines ambassades accréditées au Mali, permet de visiter les réalisations mises en œuvre avec les autorités. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'humanitaire et le développement communautaire. C'est tout simplement une visite de prise de contact et de voir les réalisations avec les autorités. Ensuite, c'est aussi une visite aussi de solidarité avec les autorités par rapport à la situation dans un contexte international difficile où les ressources raréfient. Et donc ces pays qui continuent d'appuyer les efforts des Nations Unies au compte du gouvernement malien, nous les remercions. C'est une première visite, c'est vraiment la toute première que nous entreprenons et donc nous allons certainement consulter avec le gouvernement, avec les autorités pour pouvoir faire ce genre de visite de temps en temps. Les échanges permettent d'apprécier concrètement les réalités locales, les besoins persistants ainsi que les avancées obtenues au niveau des populations. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes très contents de voir tous ces ambassades chez nous à Taodéni. Vraiment, nous aurons besoin de ces partenaires pour changer avec eux, pour faire tout ce qu'on peut faire comme des partenariats avec eux. Ça nous renforce, nous change avec eux. Selon les représentants régionaux, dans la région de Taodéni, 1889 ménages, soit 8995 personnes déplacées internes, doivent rejoindre leur localité d'origine. Haut les cœurs pour les déplacés de Kamanegela, une initiative de la Croix-Rouge malienne qui a permis de récolter des fonds. Grâce à ces fonds, désormais, de l'eau potable pour les habitants de Kamanegela, des classes équipées pour les enfants et des équipements de maraîchage pour les femmes. Envoyé spéciaux à Kamanegela dans le cercle de Sélingué, région de Bougouni, Abibatou Koyan Diakité et Abdul Salam Bambara. C'est la fête au village de Kamanegela. Mais que célèbrent les populations de la commune rurale de Tchakadougou, à quelques 7 km de la ville de Sélingué ce 24 avril? Eh bien, l'inauguration d'infrastructures sociales de base offertes par la Croix-Rouge malienne.
Si vous vous souvenez, il y a un an, jour pour jour, la Croix-Rouge malienne a organisé un événement de levée de fonds avec l'appui de l'ORTM où nous avons effectivement pu lever 71 millions de francs CFA pour venir en aide aux populations déplacées du centre qui se sont retrouvées ici. Nous avons pu construire 3 salles de classe, nous avons réhabilité aussi les latrines, nous avons mis en place une mini-adduction d'eau sommaire et nous avons aussi construit des périmètres maraîchers au bénéfice des femmes déplacées, mais aussi des femmes des populations hautes. D'une pierre deux coups, le projet Haut les cœurs pour les déplacés de Kamanegela profite ainsi aux déplacés internes et aux populations de cette communauté vulnérable. Ils s'en réjouissent. C'est la Croix-Rouge qui nous a offert un périmètre maraîcher bien aménagé. Nous en sommes ravis. Cela dit, nous souhaitons être mis dans les conditions pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre village. La construction de ces salles de classe nous soulage énormément. Dorénavant, les élèves de la première à la 6e année de Kamanegela vont étudier dans de meilleures conditions. Ces actions répondent aux soucis des plus hautes autorités. Lors de nos évaluations des agents de développement social et de la Croix-Rouge sur le terrain, on s'est rendu compte que ces populations sont confrontées à un certain nombre de besoins, dont l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation pour les enfants déplacés qui sont là, et l'accès aux activités génératrices de revenus pour les femmes qui ont tout laissé derrière elles. Auparavant, la Croix-Rouge malienne avait apporté à ces populations une assistance d'urgence de plus de 10 tonnes de céréales diverses pour près de 81 millions de francs CFA. Et l'organisation n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions de bienfaisance suivront, promesse des responsables. Fin de la mission de collecte des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis aux Émirats Arabes Unis et au Royaume d'Arabie Saoudite. C'est la ville sainte, ville lumière de Médine, qui a constitué la dernière étape de la mission conduite par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katili. L'impérieuse nécessité de créer un bureau de consulat à Médine pour une prise en charge rapide des problèmes administratifs de la dite communauté, les difficultés de couverture sanitaire pour les compatriotes en situation irrégulière, l'inexistence d'un système éducatif pour les enfants issus de l'immigration, les conditions difficiles d'obtention de la carte de séjour et l'épineuse question de correction de la carte NINA constituent en substance les difficultés et autres attentes exprimées par la forte délégation communauté malienne établie à Médine. C'est un président visiblement satisfait du déroulement de la mission qui a réitéré toute sa gratitude aux missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès des Émirats Arabes Unis et au Royaume d'Arabie Saoudite. Actualité AES, c'est tout de suite et maintenant. Fin du forum sur le suivi du financement du développement au Burkina Faso. Le forum a relevé la nécessité d'accroître les investissements en faveur du développement dans un contexte difficile. L'atteinte des objectifs du développement durable reste la priorité. Le point avec Aboubakar Sagnon. Les participants au forum sur le suivi du financement du développement sont unanimes. Les mécanismes de mobilisation des ressources financières en faveur du développement se heurtent à de nombreuses difficultés. Rappelant que les financements alloués aux objectifs de développement durable sont insuffisants, ils appellent à des actions ambitieuses en matière d'investissement et à une réforme de l'architecture financière internationale. Il y a eu cet échange très important avec les institutions de financement, les institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, par rapport donc à les engagements qu'ils ont eu à prendre pour accompagner les États en matière donc de financement du développement et surtout alors par rapport à ce qui reste à faire
que nous puissions ensemble, en tout cas, atteindre les objectifs de développement durable. La structuration de la dette, la réduction du coût de l'emprunt, la mobilisation des investissements privés, la revitalisation de la coopération au développement, le commerce international et la technologie au service du développement durable sont les thématiques développées au cours des différents panels. Renforcement de la coopération entre le Niger et la Fédération de Russie avec cette rencontre d'échange entre Russes et Nigériens. Au cours de la rencontre, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été discutés. Mariama Dakou. Depuis ce matin du 29 avril 2025, c'est une importante délégation de la Russie, principale alliée du Niger, qui séjourne à Niamey où elle a entrepris d'importantes rencontres dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. S'agissant du domaine de la défense, c'est un envoyé spécial du ministre de la Défense de la Fédération de Russie, accompagné par les cadres du ministère qui ont eu des discussions fructueuses avec les responsables du ministère de la Défense nationale du Niger. La réunion présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Maman Souley, a permis aux deux parties d'évoquer plusieurs points d'intérêt communs, mais également de passer à revue les différentes actions menées conjointement depuis le début de cette coopération. La réunion s'est achevée sur une note de satisfaction générale des deux parties et a permis de tracer de nouvelles lignes de coordination visant à renforcer les liens de coopération déjà au beau fixe. Pour rappel, la Fédération de la Russie a été d'un grand soutien pour le Niger dès le lendemain des événements du 26 juillet 2023, au moment où certaines nations menaçaient de l'agresser. Dans la commune urbaine de Sikasso, les 12 SESCOM bénéficient de l'accompagnement de l'ONG espagnole MZC. Cet appui entre dans le cadre de la phase 2 du projet Amélioration des services de santé publique à Sikasso pour accroître l'accès des femmes et des filles à la santé sexuelle et reproductive. Vous pourrez suivre dans nos programmes et après ce journal un magazine sur ces réalisations. Et le collectif des associations musulmanes du Mali et la communauté musulmane disent avoir appris avec tristesse l'assassinat de notre compatriote Aboubacar Sissé le vendredi dernier dans la mosquée de la Grande Combe en France. Ils dénoncent cette haine lâche, raciste et islamophobe. Le collectif des associations musulmanes du Mali et la communauté musulmane présentent ses condoléances les plus attristées à la famille et de Monsieur Sissé et que son âme repose en paix. Ils invitent toutes les mosquées du Mali à faire des bénédictions à la grande prière du vendredi pour notre compatriote assassiné. En cette douloureuse circonstance, le collectif des associations musulmanes du Mali rassure les autorités maliennes de son soutien et indéfectible contre toute entreprise malveillante contre les ressortissants maliens à l'étranger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le travail n'est pas une simple tâche à accomplir, mais un art de forger ses rêves, de bâtir son avenir et de façonner la personne que l'on devient, disaient nos grands-pères. Demain 1er mai, fête des travailleurs. Bonne fête à tous et à toutes. Le Mali pour tous et tous pour le Mali. Bonne fin de soirée à tous.